Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Laurence. Ravi de vous retrouver pour notre heure d'échange hebdomadaire autour de l'actualité. Cette semaine, Michel, a été marquée par l'annonce d'un cessez-le-feu de 15 jours entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Après plus de 40 jours de bombardements intensifs, un accord fragile qui se négocie au Pakistan avec les deux parties, alors que chacune annonce être vainqueur de cette séquence militaire qui a des répercussions majeures dans tout le Moyen-Orient. On va tenter de démêler le vrai du faux dans ce récit de la guerre. On se demandera aussi pourquoi l'ensemble des médias a tenté de nous faire peur sur le thème d'un conflit nucléaire imminent qui aurait pu démarrer après les propos, il est vrai, inquiétants de Donald Trump sur une civilisation qui pourrait disparaître. Il parlait de l'Iran. Qu'est-ce que cela recouvre pour vous sur le champ lexical et puis sur le champ littéral aussi? Il y a aussi la séquence de sauvetage du pilote américain dont l'avion a été abattu au-dessus de l'Iran qui a attiré votre attention. Les moyens gigantesques déployés par l'armée américaine pour récupérer son soldat et ne surtout pas le laisser aux mains de l'ennemi. En France, on évoquera évidemment ce qui se passe autour des carburants, Michel, la flambée des prix de l'énergie, et puis aussi la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui a terminé ses travaux cette semaine. Le rapport rédigé par Charles Aloncle va-t-il être enterré ou pas? C'est tout l'enjeu après 4 mois d'audition des dirigeants et animateurs du service public, alors qu'il s'agissait de savoir comment sont employés les 4 milliards d'euros d'argent public. Enjeu important. Et puis le point philo, bien sûr, vous nous proposez l'apologie de Socrate par Platon. Il y a 2500 ans, Socrate inventait l'implication du philosophe dans la cité. Il en est mort d'ailleurs, d'après ce que vous me dites, après un procès intenté par les démocrates d'alors. Qui sont-ils, ceux d'aujourd'hui? Puis surtout, quelles leçons en tirer pour l'actualité que nous vivons? Vous êtes prêts pour le début de l'émission? On commence par ce cessez-le-feu fragile, 15 jours, annoncé par Donald Trump, avec un certain nombre de points, Michel, qui concerne l'uranium iranien, le détroit d'Ormuz. L'Iran, de son côté, parle d'un autre plan, en 10 points. On a du mal à démêler le vrai du faux, et chacun y va de ses images de propagande et de ses arguments, évidemment. Mais est-ce qu'il y a un vrai gagnant, ou est-ce qu'il n'y a que des perdants dans cette affaire, pour vous, Michel Onfray? Il y a des perdants. D'abord, le peuple iranien. Ensuite, le peuple d'Israël, qui sont des perdants. Je rappelle quand même que l'Iran, depuis des années, travaille à une bombe atomique et propose de rayer Israël de la carte, c'est-à-dire propose d'en finir avec l'État d'Israël. Donc voilà, des gens qui, depuis presque un demi-siècle, sont en train de travailler à l'éradication du seul État juif au monde. Et donc, il y a une façon un peu légère de la part de Trump de gérer le problème. Vous savez, vous doutiez de mon doute quand je vous disais qu'il n'avait pas fait grand-chose quand il avait fait ses bombardements, puisque nous n'avions que des images de synthèse. Que, en gros, c'était des réalisateurs de cinéma. Sur la première vague des bombardements. Où il avait dit, il n'y a plus rien du tout, sur la question du nucléaire, c'est terminé, etc., etc. Moi, je vous ai dit, je ne crois que ce que je vois, comme je ne vois rien, je ne le crois pas. Ce discours de Trump, et ce sont des images de propagande fabriquées par des gens très doués en images de synthèse, en intelligence artificielle, mais ces avions, ces bombes, la bombe qui tombe, et puis on la voit pénétrer, on la voit faire un souffle, et puis etc. C'est de la 3D. Je n'y crois pas. Et il nous dit, ça y est, il n'y a plus rien sur le terrain du nucléaire, on est tranquille. C'est faux. Il y a plus de 400 kilos d'uranium enrichi qui sont encore quelque part. Ça, c'est l'échec de Trump. C'est-à-dire le premier échec, il dit ça y est, c'est réglé. Ça fait partie des négociations en cours, voilà, effectivement. Oui, ça fait partie des négociations, donc c'est pas négocié. Ça ne l'était pas à l'époque, il fallait pas le croire. Donc le danger pèse toujours sur Israël. Et puis, je me rappelle, hélas, cette phrase de Trump disant au peuple iranien qui descendait dans la rue, qui se faisait fusiller. Il y a eu plusieurs fois l'équivalent du 6 juin 1944. Je vous rappelle quand même, il y avait 20 000 morts sur les plages du débarquement. Là, on a parlé de 50 000 morts. Et Trump dit à ce courageux peuple iranien, allez-y, nous arrivons. Il a dit ça. Nous arrivons, on a dit, bon, évidemment, ces bateaux-là, le temps d'arriver, il leur faut un certain temps, donc on invite le peuple iranien à résister, c'est-à-dire à faire couler son sang. Et puis, il se passe quoi? Il se passe rien. Il se passe que le peuple a été utilisé comme de la chair à canon, aussi bien par le pouvoir iranien que par Trump. Absolument. Et la répression reprend en interne et je vous assure de façon que abominable. Si Trump part un peu sur la pointe des pieds, parce que si tant est qu'il en soit capable, mais c'est probablement comme ça que ça va se terminer, vous allez voir la répression
en Iran. Ça a commencé. Vous allez voir la terrible répression. Les Iraniens sur place nous disent que les ça a gens commencé. pendus au bout des grues dans la rue, les gens qui sont butés comme ça simplement froidement parce que le regard a déplu ou ce genre de choses. C'est ça le résultat de Trump. Donc oui, il y a des gens qui ont perdu. Israël a perdu, le peuple d'Israël a perdu, et puis le peuple d'Iran a perdu également. Et puis, d'une certaine manière, le peuple américain qui a voté pour lui. Je rappelle que faire l'Amérique à nouveau grande, le fameux MAGA, ça supposait la fin des guerres. Donc il a fait cette guerre, très bien, je pense qu'il fallait la faire. Mais on pouvait expliquer qu'on allait la faire comme ceci, comme cela, avec un certain type d'objectifs. Et puis faire une espèce de liste en disant voilà les objectifs, ceci est atteint, une fois que c'est atteint, c'est terminé, la guerre est finie. Là il s'est fait plaisir en jouant le chef de guerre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cerveau de Trump, mais enfin c'est beaucoup de chaos. Il dit une chose, il dit son contraire. À une époque, c'est Panama, après c'est le Canada, ensuite c'est le Groenland, puis après c'est le Venezuela, maintenant c'est l'Iran. Et puis il dit attendez, j'arrive pour Cuba. Il est fou cet homme. On peut vraiment le dire. C'est pas criminalisé. Vous pensez vraiment qu'il faut psychiatriser le président américain ? Moi, je ne pense pas. Voilà. Oui, un type qui a la possibilité d'appuyer sur un bouton nucléaire, il a une psyché, il a une intelligence, il a une culture, il a des névroses où il n'en a pas, il a des psychoses où il n'en a pas, il a des paranoïas où il n'en a pas. Et vous savez, jadis, il y avait des historiens... Ce n'est pas une accusation facile, Michel, non, de pas du lui tout, dire, voilà, contraire, on a beaucoup entendu, il est fou, il est dément. Bon, la réalité, elle ne nous le prouve pas forcément. Il est mégalomane. C'est pas la même chose. Ça s'appelle, si, la mégalomanie, c'est une maladie psychiatrique, c'est une maladie psychique. Vous savez, jadis, il y a des gens qui écrivaient des bouquins, 1 ou 2 volumes, je me souviens chez Bernard Pivot avoir découvert ses livres, c'est malade qui nous gouverne. À l'époque, c'était les Brejnev, les Andropov, enfin tous les hiérarques du parti soviétique, dont on découvrait effectivement qu'ils étaient malades, qu'ils étaient dans un... C'est important le corps d'un homme politique, c'est important le corps d'un chef de l'État. On nous a caché pendant des mois l'état de Joe Biden. Oui. Qui était le président américain. Le cancer de François Mitterrand. La presse américaine n'en a pas parlé. Le cancer de François Mitterrand. Le deuxième septennat a eu un François Mitterrand, a montré un François Mitterrand incapable de gouverner. Donc, aussi, c'est pas... Mais bien sûr. Mais il faudrait que les... Mais ils ont des bilans de santé réguliers, tous ces chefs d'État. Avec des médecins qui sont à leur botte. Donc, ce serait bien qu'on ait un médecin démocrate pour un républicain et un médecin républicain pour un démocrate. Non, je pense qu'on a le droit de faire de l'histoire en faisant la psychologie des grands hommes. C'est pas inintéressant de savoir quelle était la psychologie de César. César a quand même fait 1 million de morts, je vous rappelle la guerre des Gaules. Mais il était fou, César ? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on a le droit de faire des diagnostics psychologiques sur les gens qui nous gouvernent, sans s'entendre dire nous n'avons pas le droit de psychiatriser. Si, c'est grave. Non, je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit, j'ai dit c'est facile. Voilà. C'est l'argument facile. Je crois pas. Moi, je crois que c'est facile de dire ils sont intouchables, ce sont des machines intellectuelles et ils n'ont pas d'affect, ils n'ont pas de passion. Si, il y a des affects, il y a des passions. Tout le monde le fait quand il s'agit d'Hitler. C'est quand même sidérant. Quand il s'agit d'Hitler, alors là, on a droit. On a des images, on explique ses tremblements, son Alzheimer, sa folie, sa paranoïa. Mais si ça marche pour lui, ça marche pour tout le monde, y compris pour les démocrates. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire la psychopathologie du général de Gaulle aussi. C'est pas simplement expliquer qu'il y a des psychopathologies qui sont quand même beaucoup plus intéressantes pour l'État que d'autres. Quand le général de Gaulle dit « je suis la France », ça fait 1000 ans que je vous le dis, et on se dit, bon, quelqu'un qui a un peu de mégalomanie. Mais c'est une mégalomanie qui se pratique dans le sens de l'intérêt de la France, pour la France, pas contre la France. Et donc, on a le droit de penser la psyché des gens qui nous gouvernent, parce qu'ils nous gouvernent, justement, et que c'est notre destin. Quand vous êtes un chef d'État, vous n'êtes pas que le chef d'État. Vous savez, Kantorowicz avait écrit, on pourrait faire une minute philo avec Kantorowicz, mais parler des 2 corps du roi. Les 2 corps du roi. Et quand vous êtes roi et que vous êtes le détenteur de la souveraineté, vous avez aussi un deuxième corps qui est le corps qui a, pour le coup, des corps aux pieds ou qui peut avoir une angine et qui peut avoir des problèmes de prostate ou je ne sais quoi. Le général en avait des problèmes de prostate, il avait des problèmes avec ses yeux également, et ça influence évidemment sur le comportement d'un chef de l'État. Qui plus est, quand on a affaire à quelqu'un dont la structure, la psyché est quand même très mégalomane, très narcissique et très paranoïaque, je parle de Trump, et quand vous êtes au pouvoir, ça vous rend dingue. Vous savez, vous pouvez être assez équilibré, mais le jour où vous avez des postes de puissance comme ça vous déséquilibre. Il faut être costaud pour pouvoir vivre dans un monde où vous n'avez que des gens qui vous mentent, que des gens qui vous trompent, que des gens qui vous trahissent, que des gens qui vous détestent, que des gens qui sont dans la cour. Monsieur le Président, comment allez-vous ? Vous avez été génial, vous étiez formidable hier soir à la télévision, etc. Il y a peu de gens qui sont capables de dire un peu de distance, un peu de hauteur. Je sais à quoi ressemble la nature humaine. Bon, on a aussi eu cette grande peur de la guerre nucléaire qui a été agitée
agité dans tous les sens cette semaine, parce que c'est vrai que certains propos de Donald Trump dans la nuit qui disaient une civilisation pourrait disparaître ce soir, c'était la nuit de son ultimatum adressé à l'Iran, parce qu'il voulait qu'il y ait ce cessez-le-feu et que les combats se terminent. Ça a évidemment inquiété tout le monde, les médias en ont rajouté à grands coups de flash dans tous les sens. Est-ce que encore une fois, c'est une stratégie de la peur qui vous paraît disproportionnée ? Est-ce que c'est pour faire, encore une fois, dans quel but, en fait, tout ça ? Je pense que, là encore, vous avez des structures psychiques qui sont problématiques, mais vous avez des structures mentales et culturelles qui sont problématiques aussi. Il n'y a pas beaucoup de culture. Trump, quand on lui pose des questions sur sa lecture préférée, son livre préféré, c'est le livre qu'il a écrit. Oui, de la provoque. Non, c'est pas de la provoque, je crois pas. Je pense pas qu'il en ait lu d'autres. Et je suis même pas bien sûr qu'il ait lu. On peut pas le savoir. Ben si, parce que de temps en temps, vous aviez Obama, par exemple, tous les ans, il donne la liste des lectures qui ont été importantes pour lui. Il a découvert L'étranger d'Albert Camus un peu tard, mais on n'est pas tenu de lire ça à 15 ans. Et donc, si, vous avez des gens qui ont une culture et des gens qui n'en ont pas. Vous avez le général de Gaulle, quand il vous fait une conférence de presse, et qu'il s'agit d'Israël... Vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans oui, mais ne peuvent pas connaître. Au minimum exiger ça, quand même, de la part d'un chef de l'État. C'est-à-dire de savoir ce qu'est sa civilisation, la civilisation qu'il est censé défendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'éradique une civilisation avec une bombe atomique, disent d'autres. Enfin, c'est n'importe quoi. La Maison-Blanche a tout de suite démenti l'histoire de la bombe nucléaire. D'accord, mais tout le monde en joue de la bombe atomique, y compris l'Iran en premier, oui. Y compris Poutine. Je veux dire, Poutine a dit, attendez, je suis capable de ça. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de bluffs, il entre beaucoup de bluffs dans cette aventure. Ce que je voulais dire sur cette inculture de Trump, c'est qu'il n'a pas l'air de savoir que derrière l'Iran, il y a la Russie et qu'il y a aussi la Chine. Il pense de manière un peu simple. Vous pensez qu'il ne le sait pas, que ses services ne le disent pas ? Je pense qu'il est capable de l'oublier quand il a un micro devant lui et 50 caméras et qu'il est en train de fanfaronner. C'est-à-dire que quand on attaque un pays, on attaque les amis de ce pays. Et si on veut attaquer, alors on sait ce qu'il faut faire en amont, et ça se prépare une guerre. Et ça se prépare en disant, et alors, quelles sont les réponses possibles de Poutine ? Quelles sont les réponses possibles de la Chine ? Et quelles sont les conséquences possibles ? Et puis ensuite, on n'enlève pas une civilisation comme ça, d'un trait de plume, en disant, demain soir, à 22h, il n'y a plus de civilisation iranienne. D'abord, c'est une civilisation perse. Elle a 5000 ans. Millénaire. Et quand les mollahs disparaîtront, car ils disparaîtront, le général de Gaulle disait la même chose avec les soviétiques, il disait la Russie, et il disait la Russie soviétique, mais pour lui, c'était d'abord la Russie, et puis il disait la Russie absorbera le communisme comme le buvard absorbe l'encre. Et un jour, il y aura effectivement un Iran sans Mollah. Il y avait la possibilité de travailler à ce projet-là, ça n'a pas été son projet. Donc là, il se passe quoi ? Il y a eu une guerre partout, les généralisée dans toute cette partie du globe. Il y a un danger considérable pour Israël, il y a un danger considérable pour le peuple iranien. Et il est en train de dire, on va voir, on fait une petite pause et puis on va voir. Qu'est-ce qui va se passer pendant la pause ? Tout le monde se réorganise. Et c'est pas simplement on est en train de négocier la paix, ils sont en train de renégocier la continuation de la guerre autrement et différemment. Donc je trouve que ce personnage est dangereux pour la planète et il sera bientôt dangereux pour Cuba aussi. Alors on est sur CNews et sur Europe 1 dans Face à Michel Onfray. Un tout petit mot du sauvetage du pilote qui a eu lieu pendant le week-end pascal. Michel, ce pilote américain dont l'avion avait été abattu au-dessus de l'Iran par des missiles iraniens. Il y a eu une véritable armada qui s'est déployée pour pouvoir le récupérer. Mission accomplie d'ailleurs, il est revenu sur le sol américain. On va juste écouter Donald Trump dans cette conférence de presse. Lorsqu'un pilote et son avion sont abattus, il est difficile d'aller le chercher et d'intervenir. Un crash d'avion, c'est très difficile. Parfois, on peut perdre 200 soldats pour en récupérer un. Mais ce que nous avons fait hier, nous avons récupéré 2 pilotes. Le premier en silence pendant une journée entière, rien n'a été dit. Ces pilotes étaient courageux. Je veux juste dire que nous avons l'armée la plus puissante au monde. L'armée la plus puissante au monde qui va récupérer ces soldats quand ils sont sur le terrain. Quelle image! Alors, on le dit pour nos auditeurs, c'était le week-end de Pâques. Il y a Mélania à sa droite et à côté, un lapin de Pâques. Oui, voilà. C'est formidable. Bon. On imagine le général de Gaulle avec Tante Yvonne et un schtroumpf. Parlons du fond du message. Non, le fond c'est la forme c'est le fond. Et on ne fait pas ça. Je veux dire, quand on prend la parole alors qu'on est en guerre, qu'on est en train de détruire des gens, qu'on décide des populations, qu'on est en train de décider de l'avenir des peuples, de l'avenir de certains pays, on dit non, pas d'éléphants, pas des éléphants, mais des lapins, comme ça va, quoi. Enfin, ça, c'est une parenthèse, juste pour dire que... du coup, on ne parle pas de ce qu'il dit.
Alors, bon, Il dit on a l'armée la plus puissante au monde et on se bat pour récupérer nos soldats quand ils sont au sol. Bon, alors ça c'était pour la lecture de l'image et la lecture du contenu. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les commandos. Vous avez des gens qui sont extraordinaires, qui font des performances d'athlètes olympiques. Vous avez des pentathloniens qui sont capables de briller dans une dizaine de disciplines. Eux, ils sont incroyables. Et puis en plus de ça, quand ils font ce qu'ils font, ils le font sous des balles réelles, c'est-à-dire qu'ils mettent leur peau en jeu. Donc bravo à tous les commandos et bravo aux commandos américains, bravo aux commandos français que nous avons. Je crois que c'est la même équipe des SEALs qui avait participé à la capture de Ben Laden. Et moi, je crois à ça. C'est-à-dire, je ne crois pas à la suprématie des avions qui arrivent et qui disent on détruit tout, et puis après on regarde ce qui reste, et on n'a pas tout détruit, on recommence, puis après on va refaire un troisième passage, et puis voilà. Ça, c'est la suprématie technologique, ça ne sert à rien. Vous avez la possibilité aujourd'hui de tuer des gens avec des drones qui coûtent 30 000 €. Ça ne sert à rien de faire un deuxième porte-avions. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut penser les choses. Donc là, on a un personnage qui nous dit on a des commandos, on a la plus grande armée du monde. Oui, bon, d'accord, mais c'est quand même, si on en croit la version des États-Unis, il y a des avions qui n'arrivent pas à redécoller. On est obligé de mettre le feu. Étonnant quand même, hein. Ça redécolle un avion quand ça atterrit. Pas quand c'est ensablé. Oui, d'accord, mais je veux bien que ce soit l'argument donné par. Après, vous savez très bien ce qu'est le lieu, vous savez très bien que vous faites déposer des avions qu'ils peuvent repartir. J'étais pas sur place personnellement. Donc non, mais je fais fonctionner mon intelligence sur les images qui nous sont données et sur les commentaires qui nous sont donnés. Et quand vous transformez un échec en réussite, vous n'allez pas dire effectivement que vous ne pouviez pas redécoller parce que vous aviez fait une erreur technique sur ce sujet-là, etc. Là, je ferme la parenthèse. Mais c'est ce genre de travail qu'il faut faire désormais. C'est la guérilla. C'est-à-dire, dans la guerre, c'est la guérilla qui produit ses effets. Parce qu'en face, vous avez aussi la même guérilla. Et vous ne pouvez pas opposer des sous-marins nucléaires à des gens qui envoient, qui d'un seul coup ouvrent un camion, et puis la bâche d'un camion, et puis d'un seul coup, paf, il part des drones, et puis le camion s'en va, et puis on ne sait plus où est le camion, etc. C'est cette guerre-là qui arrive aujourd'hui et qui fait la loi. Et la seule réponse possible, c'est une guérilla d'État, je dirais, pour le coup, c'est presque un oxymore, une contradiction, mais avec des commandos. Donc les commandos ont fait un travail effectivement formidable. Il y a aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, et on l'apprend parce qu'il n'y en avait pas beaucoup cette semaine, mon cher Michel, le retour en France de Jacques Paris et Cécile Collère, qui étaient nos ex-otages français détenus pendant 3 ans et demi en Iran, dans la terrible prison d'Evin. Ils en avaient été sortis au mois de novembre dernier, puis ils étaient restés bloqués à l'ambassade de France, que Téhéran empêchait de leur retour en France. Ça y est, ils sont arrivés cette semaine en France, de retour auprès de leurs proches. Notamment, ils étaient accusés d'espionnage par les Iraniens pour le compte d'Israël. On va écouter les mots qu'ils ont prononcés, qui, je trouve, étaient très forts et très dignes lorsqu'ils étaient à l'Élysée. Où nous avons vécu l'horreur quotidienne, où nous avons vécu l'arbitraire permanent. Voilà, donc nous mesurons à quel point nous l'avons entre guillemets échappé belle, puisque ça aurait pu être encore bien pire que ce que nous avons vécu, bien plus long. Donc nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées. Et enfin, je tiens à dire à quel point nous avons été accueillis chaleureusement à l'ambassade de France pendant 5 mois, à quel point la présence des personnels auprès de nous a été réconfortante, nous a permis de sortir de cette épreuve la tête haute. Le message que j'ai envie de transmettre est un message d'espoir, parce que nous avons gardé espoir jusqu'au bout, et aujourd'hui nous sommes là pour vous parler. Nous étions des otages d'État. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Si vous voulez retenir quelque chose, dites que nous étions à la prison d'Evin, qui est le centre de répression principal en Iran, mais dans la prison d'Evin, nous étions enfermés pendant 3 ans et demi au centre d'interrogatoire, où le régime est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, où vous n'avez aucun droit. Et Jacques Paris a terminé cette intervention en disant « Vive la vie ». Ça, évidemment, je suis très frappée par la lucidité et la hauteur de vue de ces 2 ex-otages. Oui. C'est admirable. Leur vitalité malgré tout. 3 ans et demi, presque 4 ans, sans pouvoir lire et écrire. C'est-à-dire que d'abord, vous avez des États qui prennent des otages, et puis des États qui n'en prennent pas. Je rappelle que l'Algérie prend des otages, nous avons un otage français. Nous avons notre cher Boualem qui a été pris aussi en otage. Et évidemment, le prétexte est toujours de dire « Ah, mais vous faisiez des photos d'un bâtiment parce que vous faites du tourisme et que vous faisiez des photos, donc vous travaillez pour la CIA, c'est le Mossad qui est derrière vous, allez hop, prison. » Pas de procès, rien du tout. Et que fait l'État ? Vous avez vu la différence de traitement entre les États-Unis, où on dit « mais on va mettre une armada terrible pour retrouver un pilote »,
Parce qu'on pourrait dire, bon, ben là, il s'est éjecté, et puis on donne plus de nouvelles, on fait rien, et puis voilà, c'est réglé. Pas du tout. Et les Israéliens font exactement la même chose. Ils sont capables d'aller chercher un soldat qui a été tué et qui a été enterré. Dans les phases de combat. Là, on parle d'otages. Les Américains ne négocient pas. Ça s'appelle comme les Anglo-Saxons et comme les Britanniques, ils ne négocient pas avec les preneurs d'otages. Oui. Donc ils ont des otages eux aussi. Oui, d'accord. Enfin, là, moi, je parle de la France. On ne saura pas de toute façon. Pourquoi ils sont libérés? Comment ont-ils été libérés? Quelle a été la contrepartie? Pourquoi Oui, vous avez raison. Cette date et pourquoi et la contrepartie? S'il y a eu de l'argent, s'il y a eu des engagements diplomatiques de la part du président de la République sur cette guerre, des incitations à dire vous allez dire ceci, vous allez faire cela, etc. Oui, bien sûr, donnez-moi les autres. On ne saura pas. On ne saura rien. Oui, mais c'est une évidence. Quand on a 2 ex-otages bloqués en Iran, évidemment qu'on fait attention à ce qu'on dit. Mais la stratégie, c'est vous prenez en otage un homme, vous prenez en otage le pays entier. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Je ne suis pas chef d'État. Mais il se passe quoi là avec la France? Vous prenez vous pouvez en prendre un deuxième, vous pouvez en prendre un troisième, prenez-en autant que vous voudrez. Donc il y aurait une réflexion à mener sur ce qu'on doit faire avec un État quand un État se comporte comme ça. C'est-à-dire un État voyou, une démocratie qui essaie de... Est-ce qu'on négocie ou pas? C'est ça la question. Ah oui, la réponse est non. La réponse est on est heureux qu'il soit rentré. On est heureux qu'il soit rentré, bien sûr. Paris, mais si votre réputation consiste à dire, de toute façon, quand on arrête quelqu'un dans un désert malien et qu'on le prend, on sait combien on va récupérer, on a 300 000 euros, je ne sais quoi, c'est le prix, on sait, c'est sur le marché de l'otage, ça fonctionne comme ça. Évidemment qu'on va nous prendre des otages. Et aucun Français ne sera en sécurité à l'étranger tant qu'il sera susceptible d'être pris comme une monnaie d'échange financière ou une monnaie d'échange diplomatique, de politique. Donc je suis très heureux que ces 2 personnes soient rentrées, mais la deuxième chose, c'est comment peut-on vouloir leur faire du mal en prison? C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, vous êtes en prison, et puis vous allez manger correctement, si vous avez envie de livres, on va vous les donner, si vous voulez du papier, crayon, là, etc. interdit de lire et d'écrire. Mais c'est la torture, torture sans cesse, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, vous êtes cherché, on vient vous chercher, on vous met une arme sur la tête, vous ne savez pas si vous allez mourir ou pas. Les yeux bandés. Et 3 ans et demi à ne rien faire. C'est-à-dire être devant vous-même, devant votre douleur, devant votre souffrance. Pourriez dire, bon, vous êtes une monnaie d'échange et puis vous êtes là, mais en même temps, si vous voulez relire Hugo ou Proust ou je ne sais quoi, on va faire ça. Non, il faut torturer. C'est-à-dire, il y a la politique de l'otage et la politique de la torture, en même temps un État qui dit, bon, on attendra, on va voir, ils vont nous poser leurs conditions, puis là, éventuellement, on dit, dites donc la France, là, on a peut-être une petite monnaie d'échange, si on vous rend vos otages, peut-être que ce serait bien que vous puissiez faire ceci ou faire cela, ou ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. C'est-à-dire, par exemple, laisser votre porte-avions en plein milieu du détroit d'Oman, et surtout ne pas bouger, et surtout ne rien faire, et surtout dire au président Trump, quand il demandera une aide, eh bien, la lui refuser. Donc, si vous refusez le survol de la France, peut-être qu'on peut vous dire, ah tiens, on peut peut-être vous libérer des otages. Il y a beaucoup de peut-être, vous avez raison. Il y a beaucoup de peut-être, mais il y a juste cette idée que nous ne sommes pas souverains quand nous nous comportons comme ça. C'est-à-dire, nous sommes pieds et poings liés, et nous sommes pieds et poings liés. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'impact en France de toute cette crise au Moyen-Orient. Impact très concret pour les Français. Crise de l'énergie, crise pour les pêcheurs, pour les agriculteurs. On va entendre un témoignage très fort d'un pêcheur qui est que vous connaissez. À tout de suite Face à Michel Onfray. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on a parlé du volet international. Il y a un volet très national dans cette crise au Moyen-Orient, avec la crise énergétique qui est bien là. Alors les prix des carburants à la pompe peinent à redescendre, alors que le prix du pétrole, lui, est à la baisse. On va écouter quelques réactions de Français, puis on écoutera un pêcheur qui est l'un de vos amis, qui dit qu'ils ne peuvent absolument plus travailler. D'abord les Français. Donc là, on fait de l'appoint, on fait même plus on met quasiment plus le plein. Et j'espère que ça va baisser dans les prochains jours là, avec l'annonce de Donald Trump. J'espère que ça va baisser et puis que tout retrouvera dans l'ordre. De toute façon, c'est jamais suffisant, on sait bien, mais on attend déjà que ça baisse. On n'est pas sûr que ça baisse si rapidement. On sait que c'est monté très rapidement et on n'est pas sûr que ça baisse aussi rapidement. Ça serait merveilleux. Enfin, c'est indécent ce que je dis parce que ça serait merveilleux. Vous vous rendez compte vous dites combien ? 5 à 10 centimes. 5 à 10 centimes, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Ils sont assez lucides, les Français, Michel Onfray. Ils savent que ça monte très très vite,
Mais ça met beaucoup de temps à descendre les prix. Hein. Évidemment, parce Grand que classique. c'est essentiellement un impôt. Et comme nous sommes les rois des impôts, donc on voit bien que le gouvernement ne va pas se priver de ce genre d'impôt, puisque de toute façon, les Français sont pris à la gorge. Si vous héritez, si vous achetez une maison, si vous vendez une maison, si vous allez faire votre plein, vous êtes taxé. Si vous allez faire vos courses, vous êtes taxé. Si vous allez prendre un café au comptoir et que vous achetez un journal, vous êtes taxé. Vous êtes taxé tout le temps, en permanence. Donc un gouvernement qui dirait, mais les taxes, elles sont faites parce que l'impôt est nécessaire, mais pour des dépenses qui sont fondées. Là, on voit bien que les dépenses ne sont pas fondées. Et les Français, ils voient bien que de toute façon, c'est un prétexte. Voilà pourquoi, d'ailleurs, cette guerre, quand le président Macron disait ça n'est pas la nôtre, bien sûr que si, c'est la nôtre. Tant que les prix du pétrole sont en relation avec ce qui se passe dans le Golfe Persique et que ça se passe dans le moindre village où vous avez une pompe à essence, la répercussion, eh bien, c'est une répercussion française, c'est une guerre que la France doit mener, justement pour sauver les petites gens. On va écouter votre ami Fabrice Duprat, qui est pêcheur dans le sud de la France, lui qui vous a envoyé une petite vidéo pour dire, ben voilà, nous, on peut même plus sortir les bateaux. Écoutez-le. Tout est stoppé. On est rendu, on peut plus travailler, c'est fini, on ne peut plus aller à la mer. On est une des plus grosses criées de Méditerranée et on va être arrêté. Voilà, l'impact du gasoil, vous voulez une explication elle est simple. On avait un gasoil il y a 4 semaines qui était à 68 centimes du litre et jusqu'à là on était viable à entre 20 et 25% de notre chiffre, donc c'était viable. Le chalutier, pour qu'il reste encore rentable, il faut que le gasoil ne dépasse pas 75, voire 80 centimes. À partir de 80 centimes, on est plus rentable. Donc on était à 68 centimes il y a 4 semaines. Maintenant, on est rendu à 1,24 €. Donc ça veut dire que le produit gasoil dans nos comptes, maintenant, ça prend 60% du chiffre. Donc nos marins, mais c'est simple, ça s'est impacté direct sur leur salaire. Les marins, ils ont perdu entre 800 et 1000 € dans le mois. Voilà. Donc on est stoppé. Voilà, on peut plus. On fait des réunions là, c'est tout. On a fini. Malheureusement, on se fait entendre nulle part. Voilà. L'Europe, ils doivent nous donner 20 centimes, ils doivent nous donner 30 centimes. Mais le flux ne s'arrête pas, le prix ne s'arrête pas de monter. Donc même s'ils nous faisaient des propositions, il faudrait que les propositions, elles évoluent au jour le jour. On n'a rien de concret. Voilà, on n'a rien de concret, dit votre ami pêcheur. Là, c'est l'impact plein fouet, là. Ça, c'est les professions qui sont balayées. Mais complètement. Vous avez vu, la criée, elle est vide. Ils ne travaillent plus, ils ne travaillent pas. Tout est à l'arrêt. Ces gens ont une incroyable dignité. D'abord, ils travaillent 15 heures par jour, ils prennent des risques. Parfois, quand la mer est mauvaise, ils s'en vont pêcher. La pêche est plus ou moins bonne. Après ça, on leur dit, vous avez le droit de pêcher ceci, de ne pas pêcher cela. Ça, il faut le pêcher dans ces conditions-là, etc. Il y a des conditions drastiques. Et puis, quand ils essaient de vendre leur pêche, on leur dit, maintenant, il va falloir vendre ça soit à un prix impossible, et les gens ne peuvent pas acheter, donc voilà, soit brader complètement ce qu'ils font, mais c'est pas possible, c'est-à-dire travailler à perte. Donc ils ne vont pas travailler. Ils ont de la dignité, ces gens-là. Ils veulent pas des chèques. Ils veulent pas qu'on leur fasse l'aumône. Ils veulent pas tendre la sébille en disant on vous a donné un petit chèque ceci, un petit chèque cela. Ils ont comme les paysans, comme les agriculteurs. Ce sont des gens qui ont encore le sens du travail bien fait, de la dignité, qui ont le sens de l'honneur et qui veulent pouvoir travailler. Là, je lui ai dit écoute, fais-moi une vidéo parce qu'on se téléphonait. Il me racontait toutes ces choses-là. Je lui ai dit je vais demander à Laurent si on peut pas en parler parce que il me dit bah oui parce qu'on nous entend pas, on est en train de crever. C'est la profession qui est en train de crever. Et alors que c'est une profession de gens courageux. Et puis, la pêche, c'est la gastronomie, c'est aussi l'identité française. On a des poissons formidables, on a la possibilité de faire des cuisines formidables avec des vrais poissons frais, pas des poissons qui ont été pêchés à l'autre bout du monde et congelés, et qui ont fait le tour du monde. Avec des produits toxiques, avec toute une chimie pour les conserver. Donc, c'est une partie de la France, de l'identité française. Et merci d'avoir trouvé le... Oui, non, mais c'était important pour nous de montrer de lui permettre que toutes ces professions-là, agriculteurs, voilà, comme vous disiez, c'est les petites gens qui... Oui, ajouter les chauffeurs de taxi, ajouter même le boulanger qui lui dit mais moi quand je fais mon pain aujourd'hui le prix de l'électricité a augmenté, comment est-ce que je fais? Donc j'augmente ma baguette, les gens vont pas être contents, ou alors je l'augmente pas, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires ça va pas être le même, et puis moi je me paye plus, voire je ne travaille pas, enfin je travaille pour la peau. Donc c'est tout ça qui est en jeu, et c'est ça que les gens attendent en matière de politique quand ils veulent faire un choix politique, des gens qui disent bon concrètement on a bien vu où sont les souffrances, où sont les misères, où est le travail, les gens qui travaillent, qui ne sont pas des assistés. Oui, justement, parce qu'après, il y a ce côté, on est drogué aux aides de l'État aussi. Mais là, ce n'est pas ce qu'ils demandent. Eux, ils demandent juste un petit coup de pouce. Puis les charges sur le travail sont tellement écrasantes dans notre pays que c'est très difficile de vivre de son métier aujourd'hui. Mais c'est humiliant, un bateau à quai.
C'est humiliant un bateau à quai quand vous n'êtes patron pêcheur. Il y a d'abord le fait que votre bateau, vous ne l'avez pas acheté comme ça en disant j'ai acheté, j'ai fait un chèque, il m'appartient, vous le remboursez toute votre vie. Et si vous le remboursez toute votre vie, il va falloir que vous ayez l'argent qui vous permettra de le rembourser. Et la banque, elle va vous dire ce mois-ci, vous me devez tant pour votre bateau. Et là, vous dites oui, mais ce mois-ci, je ne peux pas sortir parce que le carburant ne me permet pas de vendre le produit de mon travail. Donc, je ne travaille pas. Il y a des gens qui sont très heureux d'être au chômage, de ne pas bosser, d'être assistés. Il y a des gens qui sont humiliés de ne pas pouvoir travailler, parce que leur dignité, c'est leur travail. Et ils font un travail bien fait. Et puis, cet ami, il fait des plateaux de fruits de mer formidables. On va écouter maintenant Alexandre Jardin, parce que lui, il constate évidemment la hausse des prix de l'énergie. On parle de carburant, électricité, le gaz va exploser aussi, les factures vont prendre 15% dans les prochains mois. Et alors là, lui, il s'aperçoit que les ZFE, les fameuses zones à faible émission, qui empêchaient les véhicules les plus polluants, donc des plus modestes, de rentrer dans les centres-villes, vont revenir à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. On écoute le petit coup de gueule qu'il a poussé cette semaine dans Punchline. Le mouvement des gueux va se battre jusqu'à ce qu'on arrête la PPE 3, la loi sur la programmation d'énergie. Si on veut électrifier notre économie, notre société, il faut qu'on baisse les prix. Or, cette PPE 3, elle continue à faire augmenter la facture d'électricité. Je veux dire, ces gens sont totalement incohérents. Donc, il faut qu'on arrive à dégager des grosses masses d'argent pour donner une lisibilité. Les milieux populaires sont en train de nous écouter. Ils savent très bien que c'est pas vivable. Et puis, alors là, les ZFE. Ah oui. Ça, c'est votre... Dans ce contexte-là, qu'il y ait des illuminés qui se soient dit, tiens, les classes populaires manquaient de problèmes. On va remettre le sujet, on va essayer de les virer des villes. En créant, en plus, ça a été immonde ce qui s'est passé, parce que l'amendement que le gouvernement va essayer de faire passer mardi prochain, il est immonde. Il s'est présenté comme une liberté. La liberté laissée aux communes. Mais la liberté de la ségrégation, je vois, pour tout le monde, une liberté, c'est pas une punition. Alors, il se bat aussi sur le prix de l'énergie. Vous soutenez ce combat, Oui, bien sûr. Michel Onfray ? Bien sûr. Oui. Je me souviens de Jacqueline Moureau, qui avait enflammé quasiment la France et les Gilets jaunes à partir d'une vidéo qui était devenue virale. Et on ne sait pas pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Il a raison, Alexandre Jardin, de dire ce qu'il dit sur ce sujet, sur sa défense des gueux. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne coagule pas ? On sait très bien que quand ça a marché avec les Gilets jaunes, il y en a un qui est un responsable de la destruction des Gilets jaunes, c'est Mélenchon qui s'est dit on récupère ça. Après les avoir traités de fascistes au départ, quand il a vu que ça marchait, il a dit allez hop, on récupère ce truc. Et là, quand il les a fait monter à Paris, c'était terminé. Les Black Blocs se sont mis de la partie et on sait comment les choses se sont passées. Mais il y a 1000 occasions aujourd'hui d'être mécontent. Donc tous les gueux, moi j'aime pas forcément le mot. Oui, je trouve qu'on peut trouver, ces gens ne sont pas des gueux. Alors je veux bien que ce soit au second degré, que ce soit une plaisanterie, que ça renvoie peut-être au film les Visiteurs. Mais ce ne sont pas des gueux, ce sont des révoltés, ce sont les gens du peuple, ce sont des gens modestes, ce sont enfin qui l'on veut. Mais enfin bon, je vais pas le chicaner sur le mot gueux, je soutiens son combat. Et on ne sait pas pourquoi ça ne redémarre pas alors qu'il y a plein d'occasions. Il y aurait plein d'occasions pour que les gens descendent dans la rue cette fois-ci. Probablement, il y a eu trop de mains arrachées, de gens éborgnés, avec des ministres de l'Intérieur qui, à l'époque, préféraient défendre d'autres individus dans leurs autres manifestations, plutôt que de défendre les Français qui voulaient de la dignité, qui voulaient travailler, qui voulaient pouvoir payer des cadeaux à leurs enfants à Noël. Souvenez-vous, c'était le début des Gilets jaunes. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, dans l'actualité, il y a aussi les dernières auditions de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Elles se sont terminées cette semaine dans un climat électrique. C'était au tour de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, d'être auditionnée. On va écouter un échange assez musclé entre elles et le rapporteur de la commission, Charles Allon, qui est un député UDR proche d'Éric Ciotti. Puis après, on va parler de cette commission d'enquête et de son avenir, de ce rapport qui est visiblement, dont il y a une tentation de l'enterrer. D'abord, on écoute cet échange à l'Assemblée. Ma question est simple, Madame la Présidente, entre votre année d'arrivée et la dernière année validée par la Cour des comptes 2024, est-ce qu'il y a eu une augmentation de 136 millions de dotations publiques constatée par la Cour des comptes? Mais je trouve ce procédé très manipulatoire. 1, vous mélangez chiffre d'affaires et dotation publique. 2, vous additionnez 2 rapports de la Cour des comptes sans le préciser. Vous en renvoyez à une page et bien voilà. Donc, je le redis, je ne sais pas comment le dire. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord? Donc, je commence à mal le prendre.
Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez embrouiller la discussion, donc mettez-vous d'accord, envoyez-moi la question et on répondra. Mais ma réponse, elle est claire. Depuis 10 minutes, vous m'expliquez que mes chiffres sont faux. Madame la Présidente, est-ce que vous niez ces chiffres qui constatent une augmentation de 136 millions des dotations publiques sur la période de votre mandat? Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Il est possible qu'en début de mandat, les chiffres aient suivi l'inflation. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, nous étions financés par la redevance. Et la redevance suivait l'inflation. Voilà pour ces échanges musclés. On voit bien que ces derniers temps, tous ceux qui étaient auditionnés dans cette commission s'en sont pris au rapporteur Charles Aloncle. Il y a évidemment, tout ça est politique. Il s'agit juste de savoir où passent ces 4 milliards d'argent public qui sont donnés à l'audiovisuel public, Mais Michel. absolument. Et vous avez la manifestation très claire du fait que ces gens-là ne veulent pas répondre. Ils ne veulent pas répondre. Quand il dit envoyez-moi une lettre, mais répondez. On est en train de, je ne vais pas vous envoyer par courrier ce que je suis en train de vous demander. Donc vous ne me répondez pas alors que vous êtes en face de moi. Je ne vais pas vous envoyer une lettre que vous ne lirez pas et à laquelle vous ne répondrez pas, puisqu'apparemment, dans ce feuilleton, on s'aperçoit que ces gens qui sont mis en accusation, ça les change. Parce que quand il s'agit d'avoir des taxis, des chambres d'hôtel de luxe, des espèces de sociétés écrans qui permettent de virer des gens, de les mettre à la porte et puis de les réemployer avec une autre boîte où au passage vous avez un chèque de 400, 500 000 euros, etc., etc. Il y a des faits. Il y a des faits, ils sont susceptibles d'être reprochés à des gens qui se débrouillent pour ne pas répondre, et qui ont des coachs. Il y a des coachs qui leur expliquent ce qu'il faut ne pas dire, comment il faut ne pas répondre. Et puis on a quand même des gens qui s'énervent parce qu'ils voient bien que finalement le réel les rattrape un peu. Et je commence un peu à en avoir assez. Ben oui, c'est bien, mais il y a plein de Français qui en ont assez de voir que c'est une gabegie totale, que c'est une idéologie d'État wokiste qui fait la loi, qu'il y a des gens qui sont interdits d'antenne, qu'il y a des émissions qui sont de la pure propagande, et que ces gens-là donnent des leçons de démocratie, donnent des leçons de pluralisme, et attaquent CNews, où je peux, avec les idées qui sont les miennes, dire ce que je dis et y être invité. Et chaque fois que je choisis un livre de philo, personne ne me dit pas celui-ci, pas celui-là, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Je sais pas, de 2 ans, je n'ai jamais reçu un texto me disant vous avez écrit quelque chose sur Jésus, là, un livre entier, vous avez écrit un livre entier sur Proudhon, c'est pas trop la ligne de la maison. On me laisse dire, on me laisse faire. Ces gens-là, ils m'interdisent depuis 10 ans. Donc je veux bien qu'on donne des leçons de démocratie, qu'on donne des leçons de pluralisme, et qu'en même temps on dise oui c'est vrai qu'on mène une vie de château, mais on ne vous dira pas pourquoi. Et alors que M. Aloncle fait un travail formidable. Et on découvre effectivement, ils font le tour du monde en taxi nuit et jour, ces gens-là, les factures de taxi. Il y a vraiment un point d'interrogation sur l'avenir de ce rapport qui doit être là rédigé dans les 15 jours qui viennent. Oui. S'il y a un vote contre, il est enterré, Michel. Et ce que disait Charles Aloncle sur Europe 1 cette semaine, c'est que non seulement il sera enterré, plus personne n'aura accès aux auditions qui ont été filmées, elles seront détruites, et si vous vous en servez pour les avoir enregistrées au préalable, ce serait passible du pénal. Donc ce serait véritablement un scandale d'État si on enterrait ce rapport. C'est-à-dire, faites toujours des enquêtes, on tâchera d'en faire des dossiers qu'on mettra ensuite à la poubelle, et puis rien n'aura eu lieu. Mais c'est ça la disparition de la démocratie en France. C'est-à-dire que le nombre de gens qui sont concernés par tous ces détournements d'argent devraient être aujourd'hui au tribunal, et pour certains même en prison. Si on veut vraiment des associations de malfaiteurs, si on veut vraiment des détournements d'argent, si on veut vraiment, vous voyez à qui je fais référence, et si on veut vraiment mettre des gens en prison, il y a matière là d'aller chercher chez ces gens-là. Sauf si tout est enterré. Et ben voilà, mais si c'est la loi qui le permet... Il faut changer la loi. Eh bien voilà, je pense que... Parce que même Charles Aloncle, semble-t-il, s'il dit « mais moi je vais faire un bouquin », il n'aura pas le droit. Ah non, il n'aura pas le droit. Voilà. Il n'aura pas le droit. Donc voilà. Bon, écoutez, affaire à suivre. Extrêmement verrouillé. On ne peut plus parler de démocratie, vraiment. Vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire les élections ont lieu, on dit mais vous avez mal voté, donc on fait comme si elles n'avaient pas eu lieu, on dit on fait un rapport, mais finalement le rapport on n'en veut pas, et vous avez interdiction de faire état de ce que vous aurez vu, entendu ou compris. Ceci dit, ça a circulé, les gens sont au courant, on en a parlé, même si un jour c'est interdit de le dire, les gens sauront que c'est interdit de le dire, et ils sauront très bien pourquoi ça l'est. Et avec le net, il y aura la possibilité de dire voilà ce qu'il est interdit de dire, et puis ça circulera tout de même. Donc on sait très bien que c'est la corruption, que cette corruption a été
été montré, et que M. Allongue fait un travail formidable, courageux, et que d'ailleurs il suffit de voir comment il est maltraité dans la presse et comment on l'assassine avec les méthodes habituelles. Allez, il est l'heure du point philo, parce que ça, nos téléspectateurs, nos auditeurs l'attendent. Michel, alors l'apologie de Socrate par Platon, racontez-nous un tout petit peu ce que cette apologie de Socrate raconte. Oui, Socrate, c'est un personnage dont on sait peu de choses, et quand on sait des choses, on les sait par Xénophon, on les sait par Platon, on les sait par Aristophane. Aristophane, c'est un comique, il écrit des pièces drôles, et il se moque beaucoup de Platon, de Socrate, donc on ne sait pas vraiment grand-chose. On sait qu'il n'est pas beau physiquement, il présente comme un satyre. Et il avait une sale tête, mais parce que l'intérieur était très beau. C'était la leçon qu'il fallait retenir de cette description qu'on nous fait de Socrate. Et puis, il y a quelques phrases essentielles. Et je me souviens d'un petit matin, j'étais dans le train d'Argentan à Caen, je travaillais comme professeur à Caen. Il y avait des Michelin à l'époque, on les appelait des Picasso. Vous savez, la cabine était un peu décalée, comme les visages de Picasso. Je me souviens très bien du matin, du froid. Il y avait un chauffage qui était en train d'essayer de dégeler un peu l'atmosphère. Et puis je lisais le Gorgias de Platon. Et là, Socrate dit « Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre ». Il vaut mieux subir l'injustice. Et là, tout s'est éclairé. Et là, j'ai une espèce d'extase en me disant, mais vraiment un moment de suspension intellectuelle où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ? C'est comme quand Camus dit, si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite. Lui, homme de gauche. C'est-à-dire des phrases qui vous changent la vie. Et vous vous dites, là, on est 4e siècle, enfin le procès c'est 399 avant Jésus-Christ. Hein. Donc on est avant le christianisme, et vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose qui deviendra chrétien d'une certaine manière. Jésus aurait pu dire, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et donc, il y a un procès des démocrates contre Socrate, parce qu'on lui dit, vous faites votre travail d'intellectuel et c'est pas bien. Et Socrate dit, moi je suis un taon, une petite mouche qui pique. Je suis le taon qui s'en vient piquer le cheval fougueux mais fatigué, qui est la Grèce à cette époque-là, qui est même Athènes très précisément. Et il dit, je fais juste mon boulot d'intellectuel. On lui dit, oui, mais tu enseignes de faux dieux, tu enseignes de nouveaux dieux et tu corromps la jeunesse. Et donc il y a un procès, tribunal, et il perd, il est condamné à mort. Alors à l'époque, la condamnation à mort, c'est boire la ciguë, c'est une herbe toxique, dangereuse, et on boit et on commence par partir, on a le froid qui arrive dans les mains, dans les pieds, etc., ça arrive jusqu'au cœur, puis on meurt. Et donc, Platon raconte cette histoire de la mort de Socrate, parce que vous pouvez échapper à la mort. Quand on vous a condamné à mort, il suffit juste de faire repentance. C'est notre époque, quoi. Si vous dites, ouais, j'aurais pas dû, c'est vrai, j'aurais peut-être dû le dire autrement, que ça m'a échappé, mes mots ont dépassé mes idées, etc. C'est pas le genre de la maison. C'est théoriquement pas le genre du philosophe. Donc évidemment, il en rajoute une couche en disant, ah, mais moi je veux bien une peine de substitution. Je voudrais que l'État, la cité-État, m'entretienne comme les héros des Jeux Olympiques qui ont gagné, parce que je fais beaucoup pour Athènes, je fais beaucoup pour la démocratie, la preuve, on en parle encore aujourd'hui. Et là, les gens disent, bon, il en fait vraiment un peu trop. Ça s'appelle l'ironie socratique aussi. Et l'ironie, pour Socrate, c'est une méthode. Donc il y a cette idée, là, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Il y a cette idée on appelle ça la maïeutique, c'était l'art d'accoucher des esprits. Il disait, ma mère était sage-femme, disait-il. Pas forcément, mais c'était une façon de dire je procède d'une pratique. Et il disait, mon travail de philosophe, c'est d'aller chercher en vous ce dont vous ne savez même pas que vous en êtes le porteur. Et donc le travail du philosophe, c'est ça. Mais le philosophe, il travaille dans la cité. C'est l'implication du philosophe dans la cité. Alors on dit souvent l'intellectuel, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est Zola, et puis voilà. Non, 19e siècle, on pourrait dire, mais il y a déjà Voltaire, avant, au 18e. Non, il y a déjà Socrate. Socrate qui dit, on peut penser le monde, faire un travail théorique sur le terrain philosophique, mais on peut aussi penser la cité et dire aux puissants un certain nombre de vérités qu'ils ne veulent pas entendre. Et la leçon de ce texte-là, c'est que si vous faites vraiment votre travail de philosophe, vous avez des problèmes avec les procès, avec les tribunaux, avec la prison, avec les fameux démocrates. Toute ressemblance avec ne serait pas une histoire réelle évidemment. Et fortuite. Et ça, c'est une figure majeure, parce que dans l'histoire de la philosophie, on commencera à compter à partir de lui. On dirait qu'il y a des philosophes pré-socratiques, des petits socratiques, ceux qu'on a appelés les cyniques, ceux qu'on a appelés un certain nombre d'individus dont on a totalement oublié les noms, Euclide, qui était aussi un mathématicien. Et puis, on pense à partir de Platon. C'est une figure qui, moi, m'intéresse, parce que c'est une espèce de personnage sauvage dans la nature. Il est l'homme de personne, pour utiliser le général de Gaulle. De Gaulle disait, je suis l'homme de personne. Il était l'homme de personne, et normalement, un philosophe, ça devrait être l'homme de personne. La grande leçon, c'est que Sparte a mis une pâtée à Athènes, et qu'on cherche des responsables. Et le responsable, un peu comme Pétain qui nous dit, les intellectuels sont responsables de 1940, et on dit, les intellectuels, vous êtes responsables de l'impéritie, des mauvais comportements ou des échecs du pouvoir. C'est faux, c'est le pouvoir qui est responsable. Et si le philosophe dit, vous êtes mal comporté, on dit au philosophe, c'est toi qui apportes la mauvaise nouvelle,
Le problème, c'est pas la mauvaise nouvelle, c'est toi. Et toi, on va te faire mourir. Bon, donc c'est un livre qu'il faut lire, l'Apologie de Socrate. C'est le livre que je faisais lire à mes élèves dès qu'on démarrait en disant un philosophe, c'est ça. C'est pas seulement quelqu'un qui contemple le ciel des idées, c'est aussi quelqu'un qui dit aux puissants, tous les puissants, de droite et de gauche, qui croient en Dieu, qui n'y croient pas, etc. Il y a un travail à faire qui est bien plus important que tout autre, c'est la quête de la vérité. Merci beaucoup Michel pour cette belle démonstration et cet hommage à Socrate. À Socrate. Par Platon. Merci beaucoup. C'était Face à Michel Onfray. On était ravis de vous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.